Le Mont Blanc, mythique montagne, le sommet de l'Europe et qui est notamment rendu très célèbre dans le monde du trail grâce à l'ultra-trail du Mont Blanc. Et cette montagne, aussi mythique soit-elle, eh bien, elle évolue, elle bouge et elle est mesurée tous les 2 ans par une équipe depuis 20 ans. Et dans cette équipe se trouve Jean Desgarret. Jean Desgarret est géomètre expert. Alors en quoi consiste ce métier? Comment font-ils pour aller mesurer le Mont Blanc? Eh bien c'est tout cela que l'on va expliquer dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Jean Desgarret dans le cadre d'un projet qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant qui s'appelait l'Aventure 4810 que moi j'ai connu grâce à Simalp avec Florian Olivier qui est déjà intervenu dans le podcast. Et cette aventure 4810 consistait à mesurer le Mont Blanc grâce à plusieurs géomètres dont Jean Desgarret faisait partie. Et on va expliquer en quoi est-ce que ça consiste. Comment est-ce que ça va, Jean? Ça va bien, bonjour François, merci de votre appel. Eh ben avec grand plaisir. Alors, Jean, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer qu'est-ce que le métier de géomètre? Alors, le métier de géomètre expert, c'est un métier très varié. C'est déjà un métier qui est encadré par un ordre. Donc on a des études un petit peu longues, hein, c'est un bac+5 plus 2 ans, donc ça fait au total 7 années, pour pouvoir ensuite prêter serment et s'installer à son compte ou travailler comme géomètre expert salarié. C'est un métier qui en englobe beaucoup. Donc on va résumer en disant qu'on a tous les métiers de la mesure, hein. C'est de la mesure bathymétrique, de la mesure d'auscultation d'ouvrages d'art, de relevé de bâtiments, d'un plan d'intérieur, de coupe de façade, de relevé de terrain par drone, avec des tachyomètres, voilà, tout ça avec du matériel très sophistiqué. Et voilà, les géomètres experts, un géomètre, ça veut dire mesure de la Terre. Étymologiquement, c'est géo, la Terre, mètre, mesure. Et donc expert en mesure de la Terre. Voilà, et on a besoin de ces mesures parce que le deuxième métier de le deuxième sujet qui est intégré à notre métier, c'est tout ce qui est foncier. Ce qui relève de l'ordre, c'est la délimitation de la propriété privée, le bornage, la division, etc. Voilà. Le deuxième aspect de notre métier, c'est parce que comme on divise des terrains, du coup, il y a un aspect urbanisme, quoi. On participe à l'acte des logements, hein. On dit géomètre expert garant d'un cadre de vie durable. Donc le deuxième aspect, c'est l'urbanisme. Alors on assiste nos clients dans tout ce qui est planification urbaine, urbanisme opérationnel, voilà. Tout ça, c'est un peu des gros mots, mais en gros, c'est la participation à la construction de la ville, au cadre de vie. Ensuite, on a un quatrième métier qui est tout ce qui est droit de la copropriété. Donc le droit de la copropriété, on a des bâtiments à édifier, comment les gens vont vivre dedans, à quelle charge est-ce qu'ils vont participer, etc. Et puis sur des bâtiments existants, on a des vieux règlements, des règles qui s'appliquent depuis avant 65, la loi sur la copropriété. Donc il faut retoiletter un peu tout ça, reprendre les charges, voilà. Et puis on a un autre aspect. Alors tous les géomètres experts ne font pas tous ces métiers, hein, toutes ces pratiques, mais c'est très diversifié. Et donc voilà, chacun tire un peu ce qui l'intéresse le plus dans tout ce qui est dans tout ce sur quoi on peut opérer. On opère également donc sur tout ce qui est travaux en voirie et réseaux divers. C'est-à-dire quand on crée des terrains à bâtir ou qu'il y a un immeuble qui va se construire, on va intervenir sur la viabilité des terrains et sur comment est-ce qu'on rend ces terrains accessibles, desservis par des évacuations d'eau pluviale et d'eau usée, desservis par le téléphone, l'électricité et l'eau potable et le gaz, et voilà. Et donc on intervient là-dessus. Et puis les dernières choses, le dernier point, on va dire, c'est tous les métiers de l'immobilier. Les métiers de l'immobilier, c'est gestion, agent immobilier, assistance à transaction, estimation immobilière. Voilà. Alors il y a des géomètres experts qui font, par exemple, qui sont majoritairement agents immobiliers. Alors chez nous, c'est pas du tout le cas, mais ça dépend. C'est plutôt par région. Voilà. Moi, je fais de l'estimation immobilière, mais je fais pas du tout de transaction, par exemple. Je suis pas du tout non plus syndic, mais je vais faire du conseil. Je vais assister des syndics dans leur mission. Voilà. Pour vous Hmm. brosser un tableau assez général de la profession de géomètre expert, c'est un petit peu long, mais c'est voilà, un beau métier très varié.
Non, mais je vois ça, c'est intéressant d'avoir toutes ces casquettes, toutes ces facettes. On a souvent l'image du géomètre qu'on croise le plus souvent au bord des routes, qui va mesurer tout un tas de paramètres, de données, ou alors quand on accède à la propriété et qu'on a besoin d'avoir la délimitation de son terrain. C'est plutôt dans ces cadres-là qu'on va avoir majoritairement le géomètre qui va intervenir, ou du moins qu'on va avoir relation avec lui. Donc c'est intéressant d'avoir aussi un petit peu toutes ces casquettes différentes que le géomètre peut avoir et qu'on ne connaît pas forcément. C'est ça, puis du coup, ça amène tous les interlocuteurs. C'est-à-dire que quand vous dites au bord des routes, ben, on va se dire, là, il va plutôt agir en tant que conseiller auprès des collectivités. Quand vous le voyez pour la dénivellation du terrain, là, vous êtes plutôt sur la construction et sur l'aspect conseil auprès des particuliers, et où on va être en contact avec notaires, avocats, etc. Voilà. Hmm. D'accord. Et donc du coup, vous, dans tout ce panel de compétences que vous avez été missionné pour aller mesurer le Mont Blanc. Alors, Alors, comment s'est montée cette aventure 4810? Alors on peut pas dire qu'on a été missionné au départ, c'est-à-dire qu'en fait on s'est auto-missionné. C'est-à-dire qu'il y a eu un article, je crois, qui est paru dans la presse dans les années 90 sur la mesure de je sais pas quel des sommets dans le monde. Et il y a un collaborateur d'un cabinet de géomètre expert à Chamonix qui a dit à son patron, attends, alors lui il est en train de devenir guide de haute montagne, donc forcément ça l'intéressait. Et il lui a dit, si quelqu'un doit mesurer le Mont Blanc, c'est à vous, géomètre expert, de mesurer cette montagne. Et donc l'idée est née comme ça. Alors évidemment, c'est pas simple, donc surtout à l'époque. Et donc ça a été une décision prise par la Chambre départementale des géomètres experts de Haute-Savoie d'organiser la mesure du sommet du Mont Blanc en lien avec Leica Geosystems, qui est un opérateur enfin un fournisseur de matériel pour nous. Hein. Et donc en 2001, il y a eu la première mesure du Mont Blanc. Voilà, un petit comité réduit, petite expédition, mais déjà grande opération. Et voilà, donc première mesure du sommet. Et puis là, du coup, première réaction, parce que le président de la chambre départementale de l'époque, Pierre Bivolet, l'actuel maire de Thônes, a vu la bonne idée de contacter l'agence France Presse. Et du coup, on s'est fait un peu tacler par des scientifiques qui n'avaient pas été associés à cette histoire, climatologues, glaciologues, qui ont dit, en gros, bah, c'est bien votre truc, mais ça sert à rien, quoi. Et du coup, nous, peut-être, alors moi je le dis comme ça, mais à l'époque j'étais plus jeune, hein, donc c'était il y a 20 ans, j'en ai 40, donc vous imaginez, je terminais mes études, ou j'étais en train de les faire, quoi. Et donc, j'ai pas l'exacte histoire, mais j'aime bien dire en souriant que on nous a dit ça sert à rien, bah si ça sert à rien, on va y retourner. Voilà. Et donc on y est retourné pour dire, en fait, ponctuellement, oui, on peut dire que ça sert à rien. Mais en fait, ce qui va servir, c'est l'accumulation des données dans le temps, et la modélisation du sommet, parce qu'on mesure pas que l'altitude du point sommital, on mesure toute la calotte glaciaire, ça représente environ 150 mètres de long par 60 de large, et on mesure toute l'arête, et on la modélise, et du coup on peut observer les mouvements. Donc si, comme le dit Luc Moreau, glaciologue, on n'a plus, dans 80 ans, on n'a plus aucun glacier si ce n'est au sommet du Mont Blanc, on sera bien content d'avoir un modèle et d'avoir mesuré l'évolution du glacier au sommet du massif. Voilà. Donc c'est à ça que ça va servir. Après, bon, pour nous, petite profession méconnue, ça sert un peu à mettre en lumière. Et du coup, petit à petit, l'opération s'est étoffée. C'est-à-dire qu'en 2001, on l'a mesuré une première fois, comme on a dit. Alors on était en GPS. L'idée, c'était d'avoir des mesures satellitaires et de tester notre matériel qu'on commençait à utiliser depuis le milieu des années 90, quoi. Et donc, à l'époque, on faisait que du post-traitement. C'est-à-dire qu'on mettait une antenne au sommet, on enregistrait les données, on enregistrait les mêmes données dans la vallée. On mettait ce qu'on appelait des pivots en vallée. Moi, j'ai été en 2011, j'étais même avec mes enfants dans le cimetière des Contamines de Montjoie pour stationner un point fixe, vous voyez. Et donc après, on enregistrait les mêmes données prises par des points connus en même temps qu'on enregistrait ces données au sommet du Mont Blanc. Et ça, c'était en 2001. Mais après, en 2009, l'Ordre des géomètres experts, à l'initiative, avait créé une société qui s'appelle Hexagone, en fait, qui développe le réseau Teria. Le réseau Teria, c'est un magnifique réseau de stations satellites permanentes, des récepteurs au sol sur tout le territoire national, et qui couvre maintenant 18 pays d'Europe. Et on reçoit donc, ils captent ces données, ils les mettent à disposition.
et ça vous permet de faire du temps réel. C'est-à-dire que ces stations, elles sont au sol, elles captent le signal, et elles l'enregistrent, et elles le diffusent par de la data comme vous faites avec votre téléphone. Donc quand vous êtes au sommet du Mont Blanc et vous voulez le point réel en temps réel, au sommet du Mont Blanc ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, en France, vous stationnez votre point, vous téléphonez, enfin c'est l'antenne, avec l'antenne on téléphone, on reçoit les corrections qui sont calculées par ce réseau de stations au sol. Donc voilà, du coup Teria est devenu un partenaire en 2009, et grâce à Teria, on travaille au quotidien avec une précision centimétrique. Au sommet du Mont Blanc, on n'a pas cette précision parce qu'on est à 4800 mètres d'altitude, et que 4800 mètres, on est loin de nos stations permanentes, elles sont autour de 500 mètres d'altitude, réparties sur le territoire. Donc on est un peu haut, et du coup il y a une petite difficulté liée à ça. Voilà, mais on a quand même un ciel très dégagé. Je parle même en cas de mauvais temps, je parle de dégagé dans le sens où on n'a pas de masque. Évidemment, il n'y a pas d'immeuble qui vous cache une partie de l'horizon. Quand vous êtes au sommet du Mont Blanc, il n'y a rien qui vous cache, absolument rien. Voilà. Donc on a la trentaine de satellites nécessaires, enfin 4 suffisent à l'origine, pour calculer un point en GNSS. Le terme c'est Global Navigation Satellite System. Ce terme il regroupe les constellations satellites américaines, GPS, européennes, Galileo, russes, GLONASS et chinoises Beidou. Et il faut en fait 4 satellites pour calculer un point. Il en faut 3 pour déterminer la position dans l'espace, X, Y, Z, les fameuses 3 coordonnées. Et puis il en faut au moins un quatrième pour déterminer ce qu'on appelle résoudre les ambiguïtés, c'est calculer le problème de décalage d'horloge, en fait, parce que les satellites ils bougent, et donc on connaît leur position très précisément à un instant T au millième de seconde, peut-être même moins, mais l'antenne qu'on a nous au sommet du Mont Blanc, elle n'a pas d'horloge atomique, et donc du coup il faut se dire, en fait, le signal que j'ai reçu, je l'ai reçu à quel millième de seconde. Voilà. Et si vous voulez, pour bien comprendre la chose, c'est plus difficile quand on est comme en conférence que quand on se voit, mais vous imaginez, quand vous prenez une feuille et vous faites 2 cercles, l'intersection des 2 cercles, ça fait 2 points. Ça, tout le monde le voit. Si vous prenez vos 2 mains et que vous dessinez un peu comme 2 bulles de savon et que vous les faites se croiser, vous allez avoir l'intersection de 2 sphères, et ces 2 bulles de savon qui se croisent, ça fait un cercle. Voilà. Et donc, quand on a deux satellites, on est sur un cercle, donc on ne sait pas où on est. Et avec un troisième satellite, on a l'intersection de 3 sphères, et donc on a un point. Et avec le quatrième, on a le temps. Et avec les 20, si on en a 30, avec les 26 autres, on affine notre correction, et ça nous permet de calculer le point. Voilà. D'accord, donc tout ça, ça se passe grâce aux satellites que l'on va avoir tout autour de la Terre et que vous placez des équipements au sol. Voilà. Et du coup, au départ, je l'ai dit, c'était un peu une défiance d'y retourner. Et puis finalement, on a affiné, on teste du nouveau matériel à chaque fois, on étoffe l'équipe avec des nouveaux partenaires, chacun a sa valeur ajoutée, vous voyez, donc on vous a parlé de l'ordre des géomètres experts, évidemment. Au niveau départemental, c'est une chambre départementale. Ensuite, vous avez des logiciels pour modéliser le sommet. Là, c'est Geomédia qui nous aide à modéliser le sommet du Mont Blanc. Vous avez les Cajo Systems pour le matériel, comme je vous l'ai dit, Teria qui nous assiste avec ses stations au sol. Il y a Géofoncier. Géofoncier, c'est le tout dernier entré en tant que partenaire. C'est le portail de l'ordre en fait qu'on utilise au quotidien pour nos données foncières, mais aussi là, on est en train de faire une opération qui s'appelle Blue Parking, qui traite des places PMR. Donc l'idée, c'est de lever chaque place PMR sur le territoire national par 6 points, enfin au minimum 6 points, un peu plus d'ailleurs. Et ça permet, ça devrait permettre à terme d'agir dans le terme des véhicules autonomes. Donc pour les personnes à mobilité réduite et des véhicules autonomes. Et on va référencer ces places dans le portail géofoncier, sur lequel on peut retrouver la trace des membres de l'ascension au sommet du Mont Blanc. La dernière, il faut aller dans le portail et on va retrouver, il y a un lien, et on peut voir par où on est passé en temps réel, les positions réceptionnées des signaux qu'on avait dans le sac. Et puis vous avez Publitopex qui nous assiste en formation et qui nous aide à la distribution du livre qui célèbre les 20 ans de cette mesure. Voilà, donc petit à petit, le matériel a évolué, les acteurs, on était plus nombreux acteurs, et voilà, à chaque fois on cherche à tester notre matériel et à renforcer notre cohésion au sein de la profession. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais... Voilà, du coup, on a édité un livre qui raconte 3 siècles d'histoire d'altitude du sommet du Mont Blanc, dont les 20 dernières années par les géomètres experts de Haute-Savoie. Tout ça, ça se découvre sur le site www.4810.eu.
Ça raconte une très belle aventure. Ce livre, il est magnifique. Moi, je l'ai relu, j'ai participé à la rédaction, enfin à la rédaction, à la relecture par le journaliste qui en a fait écrire ce livre. Et puis ensuite à la maquette par Pascal Tourner. Alors le journaliste, c'est François Carrel, hein, c'est un journaliste qui participe à un grand quotidien national. Et puis Pascal Tourner, photographe de montagne, Seven Summiters, voilà. Donc c'est un très très bel ouvrage qui raconte toute l'histoire. Alors ça vous raconte un peu tout ce que je vous ai dit là, mais il y a 4 chapitres. Il y a une partie historique qui vous raconte l'histoire de l'altitude, avec la première mesure par Horace Bénigne de Saussure, qui a été le premier à être monté au sommet. Hein, première expédition au sommet, Jacques Balmat en 1786. Première mesure au sommet, 1787, donc par mesure, par baromètre, hein, différence de pression. Et avant, il y avait des observations qui avaient été faites, mais à distance. Et puis ensuite, il y a toute une période où il y a eu des mesures qui ont été faites par topographie, donc par visée d'angle, donc sans aller au sommet. Vous avez le service géographique des armées, qui est devenu l'IGN. C'est un partenaire qu'on n'a pas trop cité, mais en fait l'IGN aussi nous accompagne, hein, il valide nos données. L'IGN est devenu l'IGN en 1940, ça c'est un fait pas connu, mais si l'IGN qui était avant le service géographique des armées est devenu l'IGN, c'est parce que quand on a été envahi par l'Allemagne en 1940, on a rendu civil ce service militaire pour que les Allemands ne puissent pas se saisir de nos données. On en est loin aujourd'hui, ça ferait même sourire, mais on a été longtemps en guerre quand même. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, l'IGN, donc le SGA, le capitaine Mieullet a dressé une carte du massif du Mont Blanc qui est reprise dans ce livre où on voit que le Mont Blanc était mesuré en 1865 à 4810 mètres d'altitude. Voilà. À la fin du 19e siècle, en 1894, les frères Vallot l'ont mesuré par topographie, par visée d'angle, et ils ont déterminé 4807, la fameuse altitude que tout le monde connaît, que tout le monde a apprise à l'école, et que les géomètres experts sont venus contrebalancer en 2001 en mesurant 4810,40. Et depuis, on observe les variations du sommet. Voilà. Pour revenir simplement pour la petite anecdote, ça m'amuse beaucoup. À la fin du 19e siècle, ils ont dit, en fait, si Mieullet a mesuré 4810, c'est qu'il avait dû oublier d'enlever la hauteur de la mire. Et en fait, on peut se dire de 3 mètres. Et c'est marrant parce que du coup, on peut se dire non, en fait, la réalité, c'est que lui, il a mesuré 4810. Il n'a pas commis de faute de mesure, mais simplement, on observe sur un temps de 40 ans déjà, peut-être la même genre de variation qu'on a observé aujourd'hui. C'est là qu'on peut se dire, est-ce que aujourd'hui c'est vraiment symptomatique de mesurer le sommet du Mont Blanc? Est-ce que la petite baisse qu'on observe sur 20 ans, ce que je vous disais, donc 4110,40 en 2001, 4808, 90 et 45 en 2003 et 2005, 4810, 90 en 2011, et puis ensuite ça semble baisser petit à petit. On a une mesure exceptionnelle en 2019 à 4806,03, et puis on a une mesure de 4807,81 là en septembre. Alors voilà, globalement on a l'impression que ça diminue un petit peu, mais ça se trouve c'est juste un épiphénomène sur un temps court, et en fait sur un temps long il se passe rien. Peut-être qu'il ne se passe rien. Voilà, ça on le saura parce que voilà, parce que ces mesures qu'on fait, elles ont une triple utilité. Hein, il y a une utilité de faire connaître un petit peu notre profession, de faire parler un peu de notre profession, qui est une profession, comme on a dit, très belle, mais méconnue. Il y a une deuxième utilité, c'est qu'on parle du climat et que c'est quelque chose dont il faut parler régulièrement pour bien ne pas oublier tous ensemble qu'on a une responsabilité collective sur notre milieu environnemental, là où on vit. Et puis, il y a cette collecte des mesures précises et fiables sur un temps long. Et si effectivement, comme le dit Luc Moreau, glaciologue, on n'a plus de glace au sommet du Mont Blanc, enfin, on n'a plus de la glace que au sommet du Mont Blanc dans 80 ans, et ben on sera content d'avoir l'évolution du massif mesurée par les géomètres experts tous les 2 ans pendant tout ce temps. Voilà. Et alors justement, ça représente quoi l'expédition pour aller justement mesurer le Mont Blanc? Il y a une équipe de combien de personnes et comment est-ce que combien de temps ça dure et comment est-ce que vous faites en fait concrètement? Alors il y a eu beaucoup d'ascensions différentes. Il y a eu des ascensions où il y avait 2 équipes qui partaient de 2 endroits différents. Là, je pense qu'on a un peu fait toutes les voies. Enfin non, je pense il y a des voies les plus compliquées n'ont peut-être pas été faites. Enfin voilà, on a fait par les 3 monts. Pour ceux qui connaissent un peu le massif, ça va leur parler. On a fait par les Grands Mulets. On a fait depuis Gonella en Italie, la voie normale le plus souvent.
Voilà. Alors après, pour les auditeurs qui connaîtraient pas le les lieux, je les invite à jeter un œil sur le massif, mais pour mieux comprendre l'expédition de cette année, je vais me cantonner à celle-ci parce que c'est celle que je connais la mieux. Bon, d'abord, c'est pas anodin, hein. On monte à 4800 mètres d'altitude. Quand on monte aussi haut, on risque le mal aigu des montagnes, donc l'idéal c'est de pas mal s'entraîner et de s'acclimater avant. Pour l'anecdote, moi j'ai fait la traversée de la Vallée Blanche le 20 août et j'ai dormi au refuge de Torino à 3500 mètres d'altitude, enfin c'est 3375 mètres d'altitude. Et puis c'est la première fois de ma vie que je mettais des crampons. Ça, c'était un peu un défi aussi. Mmh. Voilà. Et puis je suis retourné faire le Brighton avec mon épouse le 8-9 septembre. Et une journée de repos le 10, pardon. Et puis le 11-12, on a fait la pyramide Vincent. Donc le Brighton, c'est 4170 mètres de sommet. Et la pyramide Vincent, c'est un sommet à 4200 mètres. Et à chaque fois, nuit en refuge à 3005, quoi. Donc voilà, quand on a dormi 3 nuits en refuge le mois qui précède, on a le corps qui s'est un peu habitué à l'altitude et c'est plus simple que si on n'a pas fait d'acclimatation. Après, l'acclimatation, ça suffit pas évidemment, hein. Il faut avoir fait beaucoup de sport et s'être entraîné. Mais avoir fait beaucoup de sport et être entraîné, sans l'acclimatation, ça peut être compliqué aussi. Toute l'équipe est allée faire la pyramide Vincent le week-end qui a précédé l'ascension du Mont Blanc, justement pour s'acclimater. Mmh. Voilà. Et alors, en termes de matériel, ça représente au total peut-être une dizaine de kilos de matériel à monter répartis dans les sacs. Donc du coup, ça devient pas si lourd. Voilà. Contrairement aux premières expéditions où c'était beaucoup plus lourd. On est passé de 18 à 10 kilos, quoi, pour faire simple. Et puis après, ça reste quand même un exploit sportif où le premier jour, donc là, on est monté 16, 17, 18 septembre. Le 16, on est arrivé à l'arrivée du TMB, le tramway du Mont Blanc, qui part de Saint-Gervais. Et de là, on est monté à Tête-Rousse. Donc là, ça représente 1h30 de marche. Donc ça va, ça fait 700 mètres de dénivelé positif. Les plus rapides, ils ont mis moins d'une heure. Et puis, bon, c'était des guides de haute montagne, hein, ils étaient un peu entraînés. Puis notre fameux Farouk Kadel, là, l'ingénieur de l'équipage de système qui nous accompagne depuis 20 ans, lui, il est alpiniste chevronné. Donc voilà, ils ont pas réussi à le semer. On se le dit, bah, c'est normal avec ses grandes jambes, on n'est pas arrivé. Voilà. Moi, j'ai mis 1h30, bon. Et en fait, les premiers, ils sont allés vite parce qu'ils voulaient pas se faire saucer. Mais voilà, nous, on s'est pris la pluie pour les derniers. Enfin, moi, j'étais pas dans les derniers, j'étais plutôt au milieu. Mais bon, voilà, les 3 premiers, ils ont pas eu l'eau, les autres ont été mouillés. Et puis là, on a passé l'après-midi au refuge et on part de Tête-Rousse parce que pour aller au sommet du Mont Blanc par la voie normale, on passe par le couloir du goûter, qui est un couloir que certains ont surnommé le couloir de la mort, parce qu'il y a des chutes de pierre. Donc il faut passer tôt le matin pour que ce soit bien gelé et éviter de se ramasser un caillou. Du coup, c'est pour ça qu'on fait cette solution sur 3 jours. Donc le 17 septembre, on est monté au sommet du Mont Blanc. Donc là, ça fait 1700 mètres de dénivelé positif. On part de Tête-Rousse, on monte la croupe du goûter, et on arrive au refuge du goûter. Donc là, 2 petites heures de marche. Voilà. C'est de la semi-escalade, hein, que du rocher sur une croupe pour 500 mètres de dénivelé à peu près. Puis, voilà. Et ensuite, petite pause au refuge du goûter, 20 minutes, une demi-heure, on allège le sac parce qu'on va dormir là le soir, et on emmène un petit sac, 4-5 kilos, pour monter au sommet du Mont Blanc. Et là, on repart, et on a mis en gros 5 heures. Donc on part du refuge du goûter vers 8 heures. Bon, après, on part, là, c'est en fonction des conditions météo, hein, on suit notre guide de haute montagne qui nous dit c'est l'heure. Voilà, donc ce jour-là, c'était comme ça. On a eu un temps magnifique, alors que 3 jours avant, on n'y croyait pas. Et de 8h à 13h, en gros, on est monté au sommet du Mont Blanc. Petite pause à l'abri Valo, qui est à 4300 mètres. Et puis ensuite, sommet. Arrivé au sommet 13h, 2 heures de mesure. Donc là, on a une antenne permanente, enfin une antenne qu'on met au sommet qui est fixe, qui ne bouge pas, pendant qu'on mesure avec une deuxième antenne toute la calotte sommitale. Donc là, bel exploit sportif, hein. Bon, les plus entraînés, hein, on peut citer Kylian Jornet qui a mis je crois qu'il a mis 4h57 ou 4h58 à faire l'aller-retour depuis la place de l'église de Chamonix. Mais ça lui aurait pris 2 heures de plus s'il avait mesuré le sommet, voilà. Et puis bref, enfin voilà, on n'est pas du tout dans ce même mode, on est en mode de cohésion, d'aventure, d'équipe, on y va tous ensemble, on se met au rythme des plus lents pour être voilà, donc c'est une autre, ça n'a rien à voir quoi. Et puis du coup,
comme l'exercice est plus long, il est forcément plus fatigant. Alors, après, on se compare pas avec Kylian Jornet, hein, on n'est pas tous des dieux sur Terre en termes de trail, mais bon, voilà. Euh, et une fois au sommet, donc 2 heures de mesure, 3 heures pour ceux qui sont restés plus longtemps, et puis on redescend. Et on redescend sur le refuge du goûter, et comme du coup, bah, on a passé du temps à monter, du temps à mesurer, du temps à redescendre, et on dort au refuge du goûter, comme ça, on passe le couloir du goûter le lendemain tôt. Voilà, c'est ça Hmm. l'idée. Pour la petite anecdote, on a eu un de nos équipiers qui était pas bien quand il était au sommet. Il a eu beau prendre un Doliprane pour essayer que ça passe, et puis on est redescendu vite pour essayer, parce que quand le mal aigu des montagnes vous prend, il faut redescendre. Et on est redescendu, mais on est redescendu en 1 heure et demie peut-être au refuge du goûter. Mais ça n'a pas suffi parce que quand vous êtes à 3800 et que vous avez déjà un début de mal aigu des montagnes, ça passe pas, faut redescendre plus bas. Et donc il a été évacué en hélicoptère à 22 heures, après qu'on ait un petit peu insisté auprès du PGHM. Et on a bien fait d'insister, enfin c'est un des guides qui a insisté, bien sûr, c'était son job. Et, euh, et donc, après qu'il y ait eu un peu d'insistance, ils sont venus le chercher, et c'était bien qu'ils soient venus le chercher parce qu'il était en train de nous faire un début de MAM et une déshydratation assez importante. Donc ils l'ont mis à l'hôpital sous perfusion, il est sorti le lendemain à 11 heures et il s'en est, voilà, il s'en est bien remis, je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps, il va super bien. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que d'abord on est tous montés presque. Il y en a un qui s'est arrêté parce qu'il y a des problèmes il ne se sentait pas bien au niveau de son cœur à Valo. Mais du coup, voilà, on est presque tous montés au sommet, et même celui qui a eu mal aigu des montagnes, il peut être fier de son aventure parce que on est allés tous et on est redescendu, quoi. Il est quand même redescendu jusqu'au refuge du goûter, hein. Donc Hmm. voilà, bel exploit sportif. Oui, il faut rappeler que même si de plus en plus de gens sont allés en haut du Mont Blanc maintenant, ça reste quand même une épreuve sportive, et puis que ben, c'est bien de dire aussi que tout le monde ne peut pas forcément y arriver malgré une bonne préparation, parce que le mal aigu Ouais, des montagnes, eh bien, ça peut tomber sur même quelqu'un de très bien entraîné. Et exactement, donc ça tout à fait. reste pas rien en fait d'aller là-haut. C'est ça reste pas rien d'aller là-haut. Et j'ai même envie de dire, ça reste pas rien d'aller simplement au-dessus de 3005. On croise des gens qui sont probablement sportifs, mais qui n'ont pas conscience du danger et des dangers auxquels ils s'exposent. C'est-à-dire, quand vous traversez la vallée Blanche, par exemple, il y a des crevasses partout. On se met en corde longue parce que s'il y en a un qui tombe, il faut que l'autre puisse le retenir. Mais on les voit pas parce qu'elles sont recouvertes par la neige. Moi, quand j'y étais, il y a un type qui a été, ils sont venus le chercher en hélicoptère. Il a dévissé 200 mètres sur le Mont Blanc du Tacu parce qu'il n'avait pas de crampons et qu'il n'était pas encordé. Et aujourd'hui, bon, ça c'est le leitmotiv qui ressort, hein, des élus de Chamonix et Saint-Gervais beaucoup. Je crois que le maire de Saint-Gervais même a pris un arrêté pour dire que les équipements qu'il fallait avoir. Je pense que c'est même pas idiot de sa part de l'avoir fait. C'est-à-dire que quand on va en haute montagne, oui, il faut se préparer, et oui, il faut être équipé, et oui, si on n'est pas soi-même pas loin d'être guide de haute montagne, ben, on y va avec un guide, et surtout, on n'y va pas tout seul, et surtout, on s'encorde, et on met des crampons, et enfin, etc., etc. Et moi, je vous le dis du haut de mon rien d'expérience, mais j'ai envie de dire, il suffit d'être allé une fois, et puis d'être un peu rigoureux. Alors ça, c'est peut-être une petite déformation professionnelle, hein, mais il y a des règles. Et ces règles, elles viennent naturellement. Et les règles, ça se respecte. Et il y aurait beaucoup moins d'accidents en haute montagne si les gens étaient un peu plus... si nous étions, parce que je suis peut-être pas toujours non plus très rigoureux, mais je veux dire, si nous étions tous plus attentifs, je pense qu'il y aurait moins de gens qui devraient mettre leur vie en danger pour venir chercher ceux qui n'ont pas été assez prudents. Voilà. Hmm. Tout à fait. Et, c'était un. Je m'attendais pas à ce petit rappel, mais c'est très bien. C'est très bien de l'avoir souligné dans l'épisode. Bah, faites attention à vous, surtout et puis du coup, si vous faites attention à vous, vous ferez attention aussi aux autres, car effectivement, il y a tout plein de personnes qui mettent leur vie alors, en danger, du moins en risque, euh, pour venir chercher les personnes qui seraient le plus en difficulté. Quelles sont les suites de cette mesure une fois que vous avez donc cette mesure-là?
Vous en faites quoi? Elles sont analysées par qui? Et il y a des gens derrière qui travaillent sur ces mesures-là? Comment ça se passe derrière? Alors pour l'instant, on accumule pour créer cette base de données. Donc aujourd'hui, le travail qui est fait sur ces mesures, c'est, j'ai cité Géomédia tout à l'heure, c'est un travail de modélisation du sommet. Et on peut comparer d'une année sur l'autre l'évolution du sommet et l'évolution de l'arête, parce qu'elle se comporte comme un complexe dunaire, elle est poussée, travaillée par le vent. On a observé sur 20 ans une évolution de la position du sommet le long de l'arête sur une amplitude de 60 mètres. Et de façon transversale, on doit être à 6 ou 9 mètres d'amplitude. Ça veut dire quand même que le sommet est poussé vraiment vers la France ou vers l'Italie par le vent. Et pour l'instant, on en est simplement à cette étape-là. Alors, vous allez me dire, au bout de 20 ans, d'en être que là, bah oui, c'est comme ça. La montagne, l'environnement, ça peut être un temps court, mais ça peut être aussi, enfin le plus souvent, c'est quand même sur un temps long. Donc au bout de 20 ans, on en est là. On modélise et on garde ça. Et ça servira très probablement un jour pour l'analyse de l'évolution. Peut-être qu'on pourra dire dans 50 ans que on voit bien que l'évolution du massif, que l'évolution du sommet suit celle du massif et, euh, et, que, euh, et que ces données servent aux climatologues et aux glaciologues. Voilà. Mmh. Pour l'instant, elles ne peuvent pas être utilisées parce qu'on est au point haut, on est quand même au point le plus haut d'Europe occidentale. Et pour l'instant, l'évolution du sommet, c'est uniquement lié aux intempéries. Moi, je vois que je constate quand même qu'on a eu un été qui a été très mauvais sur l'ensemble du territoire, et que malgré ça, on a un Mont Blanc qui est à peine 4000, enfin qui est même pas à 4808, quoi. Hein. Il est juste en dessous, à 20 cm plus bas que le 4808, ce qui est quand même assez étonnant au regard des mesures qu'on a pu faire avant, où on était en 2007 presque à 4811. Mmh. Donc du coup, là, ça veut dire que, en fait, on sait même pas dire si l'impact de la saisonnalité, de comment est-ce que l'été s'est passé, est-ce que ça a un impact sur la hauteur du Mont Blanc? Alors En oui, fait, on ne sait pas trop. oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Alors déjà, pour prendre un peu de recul, il y a une commune fusionnée à Annecy d'ailleurs qui s'appelait Mété avant. Enfin, et du coup, ça existe toujours, mais voilà, c'est fusionné à Annecy. Et il y a une station météo à Mété qui est opérationnelle depuis seulement une petite dizaine d'années, même pas. Et cette station météo, elle a servi à recueillir des données de pluviométrie tous les jours, de façon quotidienne, pendant 50 ans. Et c'est seulement au bout de 50 ans qu'on a pu dire on peut utiliser les données de pluie recueillies par la station de Mété pour pouvoir faire des calculs hydrauliques et dimensionner des bassins de rétention des diamètres de tuyaux dans des opérations où tout à l'heure on parlait de VRD. Vous voyez. Donc Hmm. ça permet un peu de prendre du recul et de se dire nous on mesure le Mont Blanc ponctuellement une fois tous les 2 ans. Alors depuis 2015 on mesure au printemps et en septembre. Donc on observe qu'entre le printemps et la fin de l'été, le sommet remonte. Donc notre théorie, mais c'est qu'une théorie de néophyte, c'est que l'hiver, il y a un vent beaucoup plus important au sommet du Mont Blanc, et que le sommet est érodé et qu'il a tendance, du coup, il diminue l'hiver, et que l'été, il y a une accumulation qui se fait et le sommet remonte. Donc deux que j'ai en tête facilement, 2019, début d'été 4805,25, septembre 4806,03. Et cette année, on devait y aller le 5 mai. On l'aurait peut-être mesuré, on l'aurait très probablement mesuré plus bas que ce qu'on a fait, mais les conditions étaient telles qu'on a reporté au 24 mai, et puis ça n'allait encore pas, on a reporté au 25 juin. Et le 25 juin, on a mesuré le sommet du Mont Blanc à 4805,98. Ensuite, on a eu un été très mauvais, et on a mesuré le Mont Blanc à 4807,81 en septembre. Donc on voit qu'il est remonté de Presque 2 mètres. exactement 1,83 m entre le début de l'été et la fin de l'été, et on a eu un mauvais été. Et en 2019, il faudrait regarder, mais il était remonté que de 75 cm. Hmm. Voilà. Sachant que du coup, 4805,98 avant l'été, c'est déjà bas, mais qu'on est 2 mois après la mesure qui était prévue initialement. Et donc 2 mois pendant lesquels il n'a pas fait très beau,
Si ça se trouve, il était bas comme on l'avait jamais vu, quoi. Voilà. Et parce que pour bien comprendre, en fait, quand vous mesurez le niveau à partir du niveau de la glace et pas au niveau C'est de la ça. pierre. C'est ça, ouais. Parce que le rocher est à 4792 et il monte très probablement comme le reste du massif de 2-3 mm par an. Donc du coup, bon, bah, voilà, ça fait une dizaine de centimètres en 30 ans, quoi. Donc, et dessus, on a entre 18 et 30 mètres, suivant où on se positionne, d'épaisseur de glace et de neige. Donc nous, quand on arrive au sommet, ce qu'on fait, c'est qu'on balaye de la main la neige fraîche ou la neige qui n'est pas encore transformée en glace, quoi, qui n'est pas encore dure. Donc on enlève peut-être 40 cm de neige pour arriver à atteindre le point qu'on mesure. Et puis là, on met cette fameuse antenne fixe. D'accord. Après, le reste du sommet, le reste de la calotte sommitale, on balaye pas toute la neige parce que sinon vous imaginez pas le chantier. Et ça ferait tâche de monter des pelleteuses en hélico. Voilà, mais bon, du coup, on mesure ce qu'on voit, ce qu'on observe, quoi, ce qu'on voit. D'ailleurs, le sommet, on le voit, donc c'est plus logique de mesurer le sommet comme on le voit. Voilà. Bien sûr. Alors, moi, je trouve qu'on a eu une très belle présentation de votre aventure, de votre projet, de ce que vous allez en faire, comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que vous auriez aimé ajouter? Je pense qu'on a été assez exhaustif. Je pourrais faire la blague en disant achetez le livre. Non, mais ouais, oui, c'est peut-être la seule chose qu'on peut pas arriver à montrer en se parlant. C'est un ouvrage qui est vraiment très beau, quoi. Voilà. Donc on va mettre peut-être des pages à disposition pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu. Et c'est vrai que si c'est un sujet qui intéresse, reprendre, avoir ce livre en main et pouvoir le passer. Voilà, ça fait un peu, je vous fais la pub de mon livre, mais c'est dommage, parce que c'est pas ça que je veux. Allez sur le site déjà, 4810.eu, il y a déjà l'histoire de l'aventure, il y a des choses à voir, il y a des belles photos et tout ça. Voilà. Et Non, puis, mais c'est important de le préciser pour tous ceux qui veulent en savoir plus, si vous voulez prolonger l'apprentissage sur cette aventure 4810, eh ben, vous en saurez beaucoup plus du coup dans le bouquin. Et je vous mettrai un lien pour le retrouver dans la description de l'épisode du podcast. Merci beaucoup Jean de cette Merci à vous. présentation. Merci C'était François. très intéressant. Merci. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.